Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission de débat, émission d'opinion sur B1 Télévision. Nous faisons le tour chaque semaine des questions qui agitent le débat politique, le débat public. Cette loi électorale, ou tout au moins ce projet de loi électoral qui fait polémique, on va en parler. On va également voir Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, boudé par les officiels congolais. Au régime, on répond que la symbolique en relations internationales, elle est très importante. Le message qu'il voulait faire passer, c'était de demander à Didier Reynders d'être neutre, en fait. Et on terminera par ces marches interdites. La marche du 28, la marche du 30, demain, jeudi, interdite par l'hôtel de ville. Alors, question, quel autre moyen pour s'exprimer ou pour protester? Je vais en parler avec Henri Mutombo. Il est écrivain. Il est de l'ESID, il en est le secrétaire national chargé de budget et des finances. L'ESID, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le parti du député national Martin Fayulu. Henri Mutombo, bonsoir. Bonsoir, Madame Amina Massingo. Yannick Tissola, il est vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD, il est porte-parole de la structure Jeunes Leaders. Yannick Tissola, bonsoir. Bonsoir, Madame Amina. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en béret rouge, parce que la tendance chez les jeunes du PPRD, elle est au béret rouge depuis un moment. Exactement, quand nous occupons le terrain, nous portons notre béret rouge, qui est un signe un message subliminal envers une partie de la communauté internationale qui voudrait nous replonger dans le chaos. Nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, des héros qui sont tombés armes à la main. Et en portant cela, le rouge voudrait tout simplement dire que pour le bonheur de nos enfants, des enfants de nos enfants, nous sommes prêts à verser le sang parce que ce pays mérite le respect. Et nous avons acquis notre indépendance, ça fait cela 56 ans. Nous voulons qu'on nous respecte et nous voulons... Et on vous assimile à une milice? Nous ne sommes pas une milice parce que chaque fois que nous nous regroupons, vous avez suivi le samedi passé, nous étions à Limité, à la 6e rue. Nous nous sommes regroupés et nous faisons sans casse, sans qu'il y ait des pillages, sans tracasser les passants, les privés. Donc nous sommes une jeunesse disciplinée, une jeunesse formée et idéologiquement, et une jeunesse qui est déterminée à assurer la relève dans ce pays. On a compris. Henri Mutombo, c'est la première fois dans Débriefing. Vous avez écrit un livre que vous m'avez offert gentiment sur les émeutes du début 2015. On va peut-être en reparler en fin d'émission. Et vous êtes dans la lutte contre la corruption dans les écoles et les universités. En 2-3 mots, c'est quoi? Oui, merci Madame. Pour construire, que j'ai créé avec beaucoup d'intellectuels et cadres qui sont dans les entreprises tant privées que publiques, le but, brièvement, c'est évidemment la lutte contre la corruption en milieu scolaire et universitaire, parce que nous n'acceptons pas que la corruption soit un mode, non seulement un mode de gestion pour les entreprises de l'État qui sont gangrénées par ce fléau et aussi qui sont caractérisées par la corruption aujourd'hui. Alors nous nous sommes dit, il faut aller vers la base, ça veut dire aux écoles, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas accepter que la corruption se retrouve dans le chantier même où nous construisons notre nation. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des points sexuellement transmissibles, il y a des parents qui achètent des bulletins pour leurs enfants, il y a des enfants eux-mêmes qui donnent de l'argent aux enseignants du primaire et de l'université également. Et les enseignants qui font ce genre de choses, nous nous sommes donné cette mission d'aller leur dire qu'il faut arrêter parce que ça n'est pas bon. Parce que quand on pratique la corruption dans le sérail même de l'éducation, ça veut dire qu'on va priver le Congo des bons journalistes comme Madame Amina, que j'apprécie beaucoup. Votre travail, vous le faites depuis des années. Et aussi, on va priver le Congo d'avoir des bons avocats, des bons juristes. Alors, donc, dans tous les secteurs possibles de la vie nationale, on n'aura pas des compétences. Parce que moi-même, je suis un expert de gestion de ressources humaines, donc je sais de quoi je parle. Vous recevez un licencié, quand il parle, vous posez la question si réellement cette personne a eu son diplôme de licence. Donc, c'est ça la motivation qui nous est donnée pour aller vers le nôtre, leur dire il faut arrêter avec la corruption, parce que la victime dans tout cela, c'est la RDC. Ce projet de loi électorale présenté hier par le ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur
Emmanuel Chadari, ce projet de loi, il est tout nouveau, il est différent de celui de 2011, de celui de 2006. En clair, avant d'aller aux élections, on avait besoin d'une loi électorale, on a besoin d'une loi sur la répartition des sièges et sur les circonscriptions électorales. C'était les préalables avant qu'on aille aux élections. On en est aujourd'hui à discuter sur cette loi électorale. Il y a qui sont là en 2-3 mots. C'est quoi les nouveautés dans cette nouvelle loi électorale en discussion à l'Assemblée nationale? D'abord, je voudrais saluer justement ce grand pas que nous venons de faire, parce que vous savez que c'était une contrainte législative, l'adoption de ce projet de loi. J'ai assisté à des réunions dans mon parti au sujet de cette loi, de ce projet de loi. La première innovation, selon moi, d'abord, c'est le quotient électoral. Vous savez que par le passé, le quotient électoral était calculé par rapport au nombre d'habitants divisé par le nombre de sièges. Maintenant, ça sera par rapport au nombre d'enrôlés. La deuxième innovation, c'est le seuil de représentativité. Vous savez que la proportionnelle que nous avons toujours appliquée depuis 2006-2011 a fait en sorte qu'il y a eu une floraison des partis politiques. C'est vrai que c'était une stratégie électorale pour certains partis politiques, dont le mien, afin de pouvoir encourager certaines candidatures. Mais cela a montré des limites. Et vous savez que lorsque vous ne tirez pas des leçons des erreurs du passé, vous commettrez les mêmes erreurs. Ok, quelle autre nouveauté? L'autre nouveauté, c'est la caution. Elle sera revue à la hausse pour ne pas permettre à ce que tout le monde aille s'aventurer dans cette bataille électorale qui fait en sorte que finalement le coût de nos élections coûte nous avons le coût le plus élevé de l'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne, justement parce que nous avons énormément de partis politiques, nous avons énormément de candidats, et je pense que là c'est une vraie nouveauté, et j'appelle justement nos députés, les représentants du peuple, de pouvoir adopter ce projet de loi. Henri Mutombo, c'est quoi les innovations dans cette loi? Une véritable arnaque. Vous savez, j'entends ici dire qu'il faut se servir des leçons du passé. Ah, c'est bien de parler. Les paroles doivent être suivies des actes de responsabilité. Si véritablement, vous avez dit qu'il est de quel parti, PPRD? Si véritablement le PPRD pouvait se servir de leçons du passé, on n'en serait pas là. Parce que, permettez que je fasse juste que j'ouvre une petite parenthèse. Le PPRD qui est parti d'abord sur base d'une rébellion, AFDL, et qui s'est transformé en parti politique, savait pertinemment qu'au Mobutu a été chassé par eux. Et ils avaient suscité un certain espoir dans le chef de Congolais. Mais malheureusement, ils sont incapables, ils ont été incapables, et ils sont encore incapables de pouvoir matérialiser ce rêve-là. Alors, ceci étant dit, c'est une arnaque, je dirais, exposée au grand jour. Comment voulez-vous... Qu'est-ce que vous incriminez dans ce projet de loi électorale? Vous avez posé une question, je vous réponds, Madame Amina. Comment voulez-vous que... Parce qu'il parle de seuil de représentativité. Le français, il est bon, hein, quand on entend parler les mots. Vous voulez aujourd'hui que, par exemple, s'il y a 24 millions, donc il y a des élections qui ont eu lieu, et il y a eu 24 millions de Congolais qui ont voté. Alors, moi, Henri Mutombo, je suis à Lukunga, j'ai voté, j'ai 10 000 voix. Mon frère qui est ici, il est du PPRD, il en a 300 ou 500, par exemple. D'accord? Alors, puisque eux, dans leur parti, ils ont obtenu ou atteint ces 3% de seuil de représentativité, comme ils le disent, lui, il sera élu, et moi, je ne le serai pas. Vous ne trouvez pas que c'est injuste et c'est inique? Parce que cette loi électorale, ce que ça va créer dans cette nation, la méfiance va continuer, le manque de confiance dans le chef des Congolais entre eux et les institutions va continuer à faire son bonhomme de chemin. Alors, ce qu'il y a à faire, les Congolais qui nous suivent, c'est leur demander de rejeter ce projet de loi. Et même
les députés de cette soi-disant majorité au pouvoir de la mouvance kabyliste, parce que ça c'est le PPRD évidemment qui porte ce projet de loi. C'est Corneille Nangaa, le président de la CENI, qui a initié cette loi. Écoutez, ce Corneille Nangaa a bien des oreilles, parce que quand vous voyez ce que Corneille Nangaa fait... Et je vous coupe pas la parole, Corneille Nangaa a consulté tous les états-majors politiques pour parler de ce projet de loi. Et il a dit que l'opposition est favorable à ce projet de loi. Je dis qu'il a vu tout le monde. Mais je n'ai pas souvenir, sinon on l'aurait étalé au grand jour. Il a rencontré les députés de l'opposition. Ce qu'il faut faire. Vendredi dernier, au Kempinski Fleuve Hotel. Madame Mamina. Il en a parlé avec les députés de l'opposition, oui ou non? Madame Mamina. Oui ou non, Corneille Nangaa? Je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai entendu parler qu'il les a rencontrés, mais moi, je n'ai aucune preuve qu'ils se sont véritablement entendus que cela se fasse de cette façon. Je ne parle pas de se mettre d'accord. Oui. Je parle d'un principe, d'un président d'une commission électorale, s'il vous plaît, qui fait la ronde des états-majors politiques pour leur parler de son projet de loi. Ce qui est un principe tout à fait normal. Madame je ne parle pas de dire oui à ce projet de loi. Oui. Je parle d'un principe. Mais parce que la visée, c'est laquelle? La loi soit avant l'adoption, il y a d'abord la prise de connaissance. Mais évidemment. Prise de connaissance. Mais déjà, c'est ce que je dis aux Congolais, parce que l'explication que j'ai donnée, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui auront obtenu 3% de ce seuil de représentativité, ceux qui seront élus. Il faut qu'on explique, parce que les gens qui nous suivent, il y aura des candidats jeunes comme nous qui se présenteront également à ces élections. Ils doivent savoir que si cette loi passe, ça veut dire que c'est le PPRD qui sera le plus grand gagnant parce qu'on sait comment il manipule cette CENI. Évidemment aussi, on sait comment ces gens font, de sorte que aujourd'hui nous puissions repartir dans le et impair parti-État. Il n'en est aucune ma question. Cette loi-là, les Congolais doivent la rejeter. Le seuil de représentativité en question, ça veut dire quoi? En clair, je suis pas experte, mais j'ai essayé de comprendre. Il y a 42 millions d'inscrits sur les listes des élections et on peut tabler qu'il y en aura peut-être 30 millions qui iront voter. Ça veut dire qu'en clair que pour qu'une liste passe, il doit y avoir au moins 900 000 voix sur cette liste. Voilà. Vous devez être élu par au moins 900 000 voix au lieu par exemple en ce moment ou en 2011 où on a eu des députés qui sont passés avec 200 ou 300 voix. Et j'ai cru comprendre qu'il s'agit ici de chercher à résoudre le problème de représentativité nationale. On ne peut pas avoir un député, par exemple de Popokabaka, de Kipushi ou de Ingende élu avec 300 voix et qui se dit représenter toute la nation. C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Est-ce que vous le comprenez, Yannick Tissola? Oui, madame. Quand il s'inquiète. Je suis. Est-ce que vous le comprenez quand il s'inquiète? Je suis très content de suivre votre explication qui va aider mon contradicteur plutôt de comprendre justement qu'est-ce que c'est que le seuil de représentativité. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que l'on ait des partis politiques qui représentent des courants qui se soient clairs au sein de l'Assemblée nationale. Ça se passe dans tous les pays, sous d'autres cieux. Aujourd'hui, nous avons 800 partis politiques enregistrés au ministère de l'Intérieur. 704 d'après Ramazani Chadari hier. 2000 partis peuvent, si on leur accordait l'autorisation, pourraient être autorisés à fonctionner d'ici janvier 2018. Et donc, vous voyez comment le coût que cela prendra en termes d'impression des bulletins, en termes d'urnes. Et c'est cela qui fait que nos élections sont les plus coûteuses, comme je l'ai dit auparavant. Et la crainte de certains partis, comme les CID, c'est quoi? C'est parce que ces partis, justement, viennent souvent embrouiller le jeu politique. Parce que ce sont des partis qui se retrouvent dans un quartier et qui voudraient participer au débat national. Ce seuil de représentativité ne va pas amener la suspicion. Au contraire, ça va permettre à ce que les partis se regroupent. Parce que nous voulons participer au débat national. Si, par exemple, notre parti est fort dans un quartier comme les CID est fort dans un quartier de Kinshasa, ils vont se regrouper avec des partis qui ont une assise dans certaines provinces afin de pouvoir contribuer à atteindre ce seuil. Cela nous permettra d'avoir des courants
et les gagnants des élections prochaines vont former le gouvernement en toute simplicité. Parce que aujourd'hui, pour former un gouvernement, nous sommes obligés de pouvoir négocier avec plus de 200 partis. Cela ne rend pas aisé cette démocratie. 300 partis à la majorité. Nous voulons légiférer pour l'avenir, et il faudrait justement que les politiques ne pensent pas à l'élection prochaine, mais qu'elles pensent aux générations futures. Et pour la clarté ou pour la lisibilité de nos programmes de société, de nos projets de société, je pense que nous devons nous réunir en des blocs pour pouvoir compétir. Et ce seuil de représentativité permettra justement que on n'ait pas des partis tiroirs, des partis mallettes, tous ces partis qui embrouillent le débat politique, tous ces partis qui créent des contestataires qui sont là en fait pour embrouiller la démocratie congolaise. Et je pense que c'est une très bonne loi, et nos députés, je les appelle à voter cette loi. Alors, ce que je voudrais dire ici, que si jamais, je dis bien, si on peut mettre Paris dans une bouteille, si cette loi passe, ça veut dire qu'il y a des partis comme seulement le MLC, l'UDPS et le PPRD qui pourraient avoir une sorte de majorité à l'Assemblée nationale, parce que le reste, on sait comment ça fonctionne. Alors, comment faire une démocratie avec 700 partis politiques? Il faut en clair corriger certains dérapages, comme les candidatures fantaisistes, comme le coût des élections, il l'a évoqué ici, ou comme aux dernières élections 2011, où on avait Punga avec 300 pages sur un bulletin de vote. Ça veut dire qu'aux élections prochaines, il y en aura plus. Madame Amina, j'aime bien ce débat de ce début d'après-midi. Quand j'entends parler des bonnes intentions ici, et si ces bonnes intentions ont été transformées en actes pour pouvoir développer la RDC, aujourd'hui, on ne serait pas là tenant la queue dans tous les domaines sociaux, tout ce que vous voulez. Qui ont qui ont fait la prolifération des partis? Il a reconnu ici, le SID, c'est un parti véritablement national. Nous sommes sur 26 provinces, nous sommes dans 22 provinces en RDC. Combien de députés nationaux? Non. SID, c'est un jeune parti qui a évolué. Ici, on a le souci de représentativité. Combien de députés nationaux? S'il vous plaît. SID, à 2, il y en avait 3. Notre ami Ouello Serge a été invalidé injustement. On ne va pas rentrer dans les causes. Mais il est vrai que SID aujourd'hui, c'est un parti véritablement national représenté dans 22 provinces sur 26. Alors, évidemment, en 2011, SID n'avait que 2 ans. D'accord? Mais avec le temps, avec la lutte que SID a menée avec son président, aujourd'hui, c'est un parti assis, qui est aimé par les Congolais. Et les Congolais attendent évidemment donner à ce parti. Alors vous serez prêt, par exemple, si vous êtes candidat, à siéger à l'Assemblée nationale, élu seulement par 300 personnes? Non, mais c'est eux, évidemment. C'est eux qui sont dans cette logique. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est eux qui veulent s'asseoir sur cette possibilité de pouvoir être élu avec peu de voix. Non, je vous poser à vous une question directe. Serez-vous à l'aise à l'Assemblée nationale, élu avec... Mais oui, mais c'est comme... À la limite, bon, montons jusqu'à 1000. Un président qui est élu avec 48%. Montons comme jusqu'à le 1000 président voix. Kabila qui a été élu en 2011 encore que 48%, s'il vous plaît. Encore que 48%, c'est la moitié de l'électorat. Mais là, on est à 300 voix, à 1000 voix sur les 30 millions de 2011 ou les 42 millions d'électeurs. Cette réflexion, je dirais, diabolique est développée pour le seul but de pouvoir faire asseoir PPRD et ces quelques partis satellites, de sorte que nous rentrions dans ce qu'on appelait ici, je vous ai dit, un PR parti-État. Et les Congolais ne sont pas prêts à accepter cette supercherie. C'est une loi unique et on ne l'acceptera jamais. Et j'en appelle à la vigilance de tous les députés de l'opposition. Vous avez déjà appelé à ne pas voter. Oui, ouais. et aussi à ceux de la mouvance kabiliste qui sont marginalisés, ok, parce qu'il y en a qui sont marginalisés dans ce parti, qui ne sont pas considérés à faire face à cette loi et à la bouter dehors de ne pas l'accepter. D'accord. Yannick Chisola, supercherie, parti État. Je voudrais dire simplement ceci.
dire que mon parti, le parti du peuple, sera un parti État, c'est de la démagogie, c'est de l'intoxication. Comment mon parti sera un parti État alors qu'on ne supprime pas les partis? Les partis politiques restent. Il vient de se vanter, les idées. Il y a une représentation dans 22 provinces. Bravo. Voilà l'occasion pour vous de nous montrer que vous allez atteindre le seuil de 3%. Vous avez peur, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez, vous écoutez religieusement. Si vous le faites de même, le débat sera serein. Je disais que si les idées est implantée dans le pays, voilà une occasion, voilà une aubaine, justement, pour atteindre ce seuil de représentativité afin de compétir, afin de participer au débat national, d'être dans l'hémicycle. Leur crainte, c'est quoi, justement? La crainte, c'est ce qui se passe souvent à Kinshasa. Malheureusement, moi, dans le cadre de mon département, je fais le tour de la République. Les partis politiques qui font énormément de bruit dans les rues de Kinshasa, ce ne sont pas ces partis qui ne sont pas implantés dans le reste du pays. La loi sur les partis politiques, lorsque nous avons sorti cette loi sur les partis politiques qui voulait que les cofondateurs viennent de toutes les provinces, c'était justement pour que, lorsque vous êtes député, par exemple, national, vous représentez la nation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des partis qui s'identifient à une tribu, des partis qui s'identifient à une ethnie. Et c'est cela qui amène la décohésion. Ce n'est pas le seuil de représentativité. Ce seuil va faire en sorte que des partis puissent se coaliser. Parce que le PPRD, par exemple, je ne peux pas dire que le PPRD est aussi fort à l'Équateur qu'il l'est au Katanga ou au Kivu. Je ne peux pas dire que le PPRD est aussi fort à Kinshasa qu'il l'est à Kisangani. Mais si nous avons des alliés qui sont forts dans certains coins, nous allons nous rallier pour faire un bloc. C'est tout cela qu'on veut. La crainte de notre ami, c'est quoi? C'est justement parce que ils ont fait trop de bruit ici. Ils ont embrouillé la sphère politique ici à Kinshasa. Maintenant qu'on voudrait les mettre devant la responsabilité, ils font de la surenchère ou ils font de la fuite en avant en disant un parti État, le PPRD sera un parti État. Qui vous a dit qu'on va abolir les partis politiques? On n'abolit pas les partis politiques. Regroupez-vous. Vous nous avez chanté comment vous étiez capable de vous réunir. Alors regroupez-vous pour pouvoir compétir. Parce que nous, on ira seuls en tant que parti du peuple et nous allons gagner. Vous l'avez déjà dit. Alors, cette nouvelle loi veut imposer aux partis politiques d'être d'obédience nationale. Je donne l'exemple du Burek, du gouverneur Julien Paluku. C'est un parti, il ne faut pas se voiler la face, qui n'est qu'à Goma. On a également l'UFERI, qui n'est qu'un parti implanté au Katanga, le MPCR de Jean-Claude Wemba, on ne peut pas s'en cacher, qu'il est à Kassangoulou, le PDC de José Ndundo, à l'Équateur. Pourquoi ne pas se regrouper et s'associer pour être plus fort? Et ça n'est pas une raison, évidemment, de ne pas demander aux gens. Vous avez cité ces partis, mais ils sont dans un regroupement politique que nous appelons le Rassemblement ou l'autre mouvance kabyliste. Voyez-vous, on ne peut pas. Là, c'est des regroupements. Non, c'est des regroupements circonstanciels. Mais évidemment, on ne peut pas aujourd'hui. Qui ne sont pas reconnus par la loi. Ce qu'il faut faire, si on veut évidemment que le Congo puisse avoir peu de partis politiques, c'est qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait une loi, d'accord, qui légifère la gestion des partis politiques. Ça veut dire un peu comme aux États-Unis où il y a le parti républicain et les partis démocrates. Il y a d'autres petits partis également. D'accord. Mais ils ne sont pas plus de 10. Hein. Mais c'est ce que je dis. Ce n'est que comme ça qu'on peut, bien entendu, pouvoir faire avancer les choses. Mais comme on dit, on ne peut pas aujourd'hui amener, vouloir changer le jeu pendant le match. Ça se fait pas. Donc, ça se fait pas. Ils avaient tout le temps, parce qu'ils sont au pouvoir de manière dont on sait, depuis 2001, depuis 2006, les premières élections, 2011, les deuxièmes élections, les élections les plus chaotiques possibles que le Congo n'ait jamais connues. Donc, ils ont eu le temps de tout faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, il est hors de question que cela soit acceptable parce que vous allez nous donner raison. Ces seuils de représentativité, c'est véritablement une arnaque qui n'a aucun sens. Et il ne faut pas l'accepter. S'il vous plaît, Madame Amina. Alors, je vais répéter ici ce que j'ai dit à un moment, que moi, je vois si jamais ça se passe comme ça, il y aura l'UDPS, le MLC et le PPRD qui pourront gagner. Et les autres se regrouperont. Oui, le Palou. Vous êtes un ancien du Palou? Non, pas du tout. Je cite le Palou, c'est aussi un grand... Non, il faut le reconnaître. C'est aussi un grand parti qui est installé un peu partout dans la République. Absolument. Alors, 10
partis suffiraient dans ce pays, alors que nous en sommes à 704. Et ça pose le problème du financement des partis politiques. Comment financer 700 partis politiques? Madame, je crois que je pourrais parler plus de courant au sein de l'Assemblée nationale. Parce que je dis encore que les partis ne vont pas disparaître. Les partis existent. Mais ces partis vont coaliser pour les élections. Ces partis ne vont pas, le fait de coaliser ne veut pas dire que ces partis cessent d'exister. Nous sommes le parti du peuple. Nous sommes dans une majorité présidentielle, mais cela ne veut pas dire que notre parti n'existe pas. J'étais content d'entendre mon contradicteur parler des républicains et des démocrates. Mais au fait, les républicains et les démocrates, c'est justement des courants qui comportent en eux des partis politiques. C'est le cas aussi en France. Nous avons la droite, nous avons la gauche, nous avons l'extrême droite, l'extrême gauche. Ce sont des courants, mais au sein desquels nous avons des partis politiques. Nous voulons faire la démocratie autrement. Et il faudrait à un moment donné que nous fassions des réformes qui puissent faire en sorte que notre démocratie puisse servir aux générations futures. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de 700 partis politiques, c'est même nous tendons presque à l'anarchie. Parce que comment les financer? Bientôt, on arrivera, chaque Congolais aura son parti. Et je crois qu'il faudrait qu'à un moment donné, on prenne la résolution de mettre fin à ça. Et tout à l'heure, j'ai entendu mon contradicteur parler je voudrais revenir au seuil de représentativité. Je crois que le mieux à faire pour l'instant, c'est justement s'engager dans des grandes alliances. Je l'ai dit, s'engager dans des grandes alliances pour permettre à ce qu'on puisse aller aux élections de manière apaisée. Parce que lorsque, par exemple, vous avez 700 partis politiques, je vous donne pour la ville de Kinshasa, aux élections, les élections provinciales, la ville de Kinshasa en 2011 a produit 48 députés, 48 sièges. Pas 2011. 2006 plutôt, 48 sièges. Et donc, supposons qu'en 2018, nous avons 60 sièges. Nous aurons donc 700 partis qui vont aligner sur ce 60 sièges. Ça sera 700 fois 60. Nous aurons 42 000 candidats. Je compte pas les indépendants. Si on doit rajouter les indépendants, on pourra arriver à 45 000 candidats. Et donc, dans ces 45 000 candidats, il n'y a que 48 qui vont gagner. Donc, nous aurons plus ou moins 48 000 potentiels contestataires. Vous voyez la quiétude de la ville? Vous voyez l'impact que cela a sur la quiétude de la ville. Moi, je pense que nous devons... c'est une pilule amère pour ceux qui ont créé des partis politiques mallettes pour embrouiller la sphère politique. Mais je crois qu'il faudrait qu'ils se versent... Vous voyez aux élections passées, les gens ont porté, il suffisait de porter le Mouniéré, ou il suffisait de porter le polé de Joseph Kabila pour s'identifier. Je ne pense pas que les partis qui aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale, qui sont de l'opposition, n'ont pas porté le Mouniéré. Ils ont tous porté le Mouniéré parce qu'ils s'identifiaient à Tshisekedi. Certains se sont identifiés à Jean-Pierre Mbemba, d'autres à Kamere ou à Kabila. C'est même des cours. C'était ça même. Le courant avait déjà commencé, le courant politique avait déjà commencé déjà en 2011. Mais nous le formalisons. Parce que lorsque vous êtes dans l'opposition, aujourd'hui, dans le RASOP, limité, vous vous identifiez à Tshisekedi par exemple. Alors, il ne faudrait pas que l'on soit malhonnête. Parce que la justice fait que l'on puisse se regrouper et que l'on puisse être derrière des leaders qui sont connus. Donc, j'ai posé le problème du financement des partis politiques qui est resté une vue de l'esprit dans ce pays pendant longtemps. Comment financer 700 partis politiques? Autant mieux les réduire à 10 pour que le financement se déroule tranquille. Madame Mamina, même quand il y en avait une dizaine ou une cinquantaine, ça n'avait jamais été financé. Donc, si on n'a pas financé les élections pour que cela soit fait en temps, en heure, pensez-vous que ce sont les partis politiques qui seront financés? En fait, il faut véritablement passer à l'alternance, avoir de nouvelles énergies, des personnes qui viennent avec de nouvelles pensées, pas des gens qui ont complètement échoué sur toute la ligne, des gens qui ont été incapables Maintenant, ils disent qu'ils veulent rationaliser. Ah non, écoutez, vous savez, veulent rationaliser. Vous savez, quand on vous a accordé tout le temps de bien faire les choses et que vous n'avez pas pu, il faut dégager. Je vais vous donner une petite illustration. C'est quoi la mission en fait? La mission, quand on vous donne une mission, c'est pour que vous fassiez quelque chose que tout le monde n'est pas en mesure de faire. C'est ça la mission. Donc aujourd'hui, on élit Madame Mamina comme notre présidente. Ça veut dire que Madame Mamina l'aura a les compétences de faire ce que Henri ou Yannick ne peut pas faire. Mais du moment où Madame Mamina fait preuve de ses compétences, de la mauvaise gouvernance, ainsi de suite,
elle n'est pas en mesure de faire d'accomplir la mission pour laquelle nous lui avons fait confiance, c'est qu'elle doit faire, c'est dégager, démissionner, dans ce dire sortir de la mission pour permettre que d'autres personnes prennent cette responsabilité afin de faire avancer le pays. Donc aujourd'hui, dire que s'il y a 700 partis, il y a 600 partis, on ne saura pas financer les partis politiques, ça ce sont des raisons fallacieuses qui ne tiennent pas la route. Ce qu'il faut faire, il faut arrêter. Vous savez, en politique, on dit souvent que tout ce qui apparaît de foi bon est faux. Et le PPRD, on sait comment il fonctionne. Ils ont boutiqué dans leur laboratoire quelque chose qui va leur permettre, parce qu'ils savent qu'ils sont rejetés par la population. Et c'est pour cette raison qu'ils ont imaginé quelque chose par la tricherie qui va leur permettre, évidemment, de pouvoir continuer à diriger ce pays. Mais vous restez sur des termes forts, tricherie. Cette tricherie se fera comment? On parle de seuil de représentativité. Ce seuil, nous allons l'avoir comment si nous sommes rejetés par la population? Vous dites deux choses. Vous dites une chose et le contraire de ce mais oui, mais j'ai appuyé. Vous dites que nous sommes rejetés, vomis par la population. Et vous dites aussi que nous allons atteindre ce seuil et nous serons un parti unique à l'Assemblée nationale. Vous reconnaissez que nous sommes un grand parti. Regardez voilà Madame Mamina. Vous reconnaissez que nous sommes un grand Madame parti. Mamina. Voilà pourquoi. Non, il va vous regarder si ça s'adresse à vous. Vous regardez, vous n'êtes pas chien et chat. Voilà pourquoi vous voulez. Si vous n'aviez pas les moyens de l'État, si le PPRD n'avait pas le moyen de l'État, ne serait pas arrivé. Si le PPRD n'avait pas le moyen de l'État, et il ne serait pas arrivé là où il est aujourd'hui. Le PPRD ne s'assoit que sur le PPRD aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Le PPRD ne s'assoit que grâce à l'argent de l'État. Ça, c'est un secret de polichinelle. Vous n'avez pas de preuves à nous présenter. Cher ami, nous cotisons au parti. Et je sais, votre étonnement, c'est voir cet enthousiasme de la jeunesse par rapport à l'implantation, par rapport à l'enracinement. Vous devez savoir que Joseph Kabila porte le projet de plusieurs jeunes. Il a normalisé. Les projets là sont pendant que les jeunes sont à 90% chômeurs. Aujourd'hui, nous avons aligné les chômeurs congolais. En majorité, c'est les jeunes. Vous parlez de quelqu'un qui n'a rien fait pour la jeunesse congolaise. 90% des jeunes au chômage. Vous pensez que le chômage, 90% des jeunes sont au c'est la chômage. non-activité. Les Congolais sont des entrepreneurs. Sortez de ici sur la rue, vous allez voir que les Congolais sont des entrepreneurs. Mais et ça, ce n'est pas le chômage. Franchement, un Congolais, j'entends un jeune Congolais dire ça, permettez-moi de le dire, c'est de l'endoctrinement. Sincèrement, c'est de l'endoctrinement. Un jeune Congolais qui ne reconnaît pas que ses concitoyens, ses compatriotes souffrent dans cette nation. Ils n'ont pas d'emploi. Ils sont incapables. Yannick Issola. Mais je vous dis que nous avons... Est-ce qu'on peut s'entendre? Vous dites que le président Joseph a un projet pour la jeunesse. Oui, mais c'est quel projet? Lequel? Parce que moi, je suis jeune de cette nation. Je ne connais pas ce projet-là. C'est lequel? S'il vous plaît. De création d'emplois, de permettre à ce que le climat des affaires soit bon pour que les investisseurs viennent en masse ici. Moi, je suis un économiste et je sais ce que c'est la création d'emplois, messieurs. Vous n'allez pas venir ici parce que vous avez des caméras devant vous et raconter des mensonges aux Congolais, messieurs. Les Congolais souffrent. Et le président Joseph Kabila, le président Joseph Kabila est à la base de cette souffrance-là parce qu'il n'a rien fait pour la jeunesse congolaise, messieurs. S'il vous plaît. On ne promet pas le paradis. On ne promet pas le paradis, mais nous promettons. On change de cap, là. Mais s'il vous plaît, je peux chuter? Vous permettez que je chute? Nous ne promettons pas le paradis. On n'a jamais demandé à un leader ou à un président d'amener le foufou dans les casseroles des gens, mais on demande à ce que cet individu ou cette personne soit en mesure de faire de sorte qu'il y ait un bon climat politique, un bon climat d'affaires pour permettre à ce qu'il y ait création d'emplois. Mais malheureusement, votre gouvernement, votre régime n'a pas été à l'auteur. Il faut le reconnaître. S'il vous plaît. Parce que des investisseurs... Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. À combien avant, il y a 30 ans? Il nous reste 5 minutes. On ne s'entend plus, là. C'est désolant. Cette marche que l'opposition prévoit jeudi, 30 novembre. L'hôtel de ville l'a interdite comme celle du 28, donc mardi, pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire à la place? Madame Amina, c'est comme si vous me demandez, moi je suis chrétien, je donne un exemple, je suis chrétien, vous me demandez dans la Bible de ne pas lire ou de ne pas prier notre Père qui est aux cieux. C'est ce que ça veut dire. La Constitution congolaise donne le pouvoir aux Congolais de manifester. Parce que vous savez, je l'ai dit autrefois, c'est par
des manifestations, c'est par la manifestation des frustrations des peuples que le pouvoir qui dirige sait au moins à quel niveau il a failli et quels sont les desiderata de la population, ce que le peuple demande. Déjà, on a affaire à un gouvernement loin des aspirations du peuple, et je comprends. Et aussi, vous devez retenir une chose, que le dictateur a ses textes. Bien qu'il peut promulguer une constitution démocratique, mais dans sa tête, il a ses textes à lui en tant que dictateur et qu'il va chercher à imposer. Ça n'est pas du tout normal que la Constitution permette à ce que les gens puissent se manifester et qu'il y ait des gens qui disent non, vous ne devez pas le faire. Parce que j'entends ici, on avance des raisons tout à fait enfantines. Quand on sort, on fait ceci, on fait cela, on casse. Ça, c'est faux. Quand une manifestation de l'opposition n'est pas infiltrée par des bandits, il n'y a jamais eu casse. Rappelez-vous le 14 août 2014. À Sainte-Thérèse, j'étais là, il n'y avait jamais eu quoi que ce soit. Le 27 juillet, quand le président Etienne Tshisekedi, père son âme d'heureuse mémoire, est rentré ici, nous étions plus de 4 millions dans la rue pour l'accueillir, il n'y avait jamais rien eu. Le 31 juillet de la même année 2016, quand il est revenu, au meeting à l'esplanade du stade de Martyrs, il y avait des millions de personnes dans la rue ce jour-là. Rien ne s'était produit, tout simplement parce qu'on n'avait pas envoyé des bandits, on n'avait pas habillé des gens qui ne sont pas de la police par la tenue des policiers pour venir, évidemment, semer le désordre. Que va-t-il se passer jeudi 30 novembre? Ce qu'il va se passer, c'est le respect de la Constitution. C'est-à-dire? Le respect de la Constitution dit qu'il faut manifester. C'est ce que ça veut dire. Yannick Tisola. J'ai suivi le communiqué du porte-parole du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial se dit ne pas être en mesure de prendre en charge la sécurité des manifestations parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui est appelée à manifester. Nous avons suivi plusieurs groupes, des mouvements citoyens, des ligues des jeunes, certains partis qui voulaient manifester ce même jour. C'est leur opinion. Ils voudraient exprimer leur opinion. Et le gouvernement provincial dit qu'il n'est pas en mesure de pouvoir prendre en charge la sécurité de toutes ces manifestations. Je crois que eux-mêmes comprennent, évaluent le risque sécuritaire, le risque de collision de tous ces militants des partis politiques. Et je crois que la ville n'a pas besoin de cela. Et nous avons appelé nos amis qui voulaient marcher, parce que nous n'avons pas appelé à marcher ce jour-là. Nous avons appelé nos amis qui veulent marcher le 30, de pouvoir se plier à la décision de l'autorité. Parce que la liberté de manifestation est garantie dans notre Constitution, mais cette liberté s'exerce sous respect de la loi et de l'ordre public. Et la loi, elle est claire en ce qui concerne le régime de manifestation. Ce régime voudrait assez que il y ait au préalable une incutus. On informe l'autorité, mais il faudrait que cette autorité donne son autorisation parce que c'est lui qui au finish va prendre en charge la sécurité, l'itinéraire et tout ça. Et malheureusement, nous savons que nous avons une opposition qui s'est radicalisée. Nous avons une opposition qui fout au pied toutes les lois, qui fout au pied la décision de l'autorité. Et cette opposition voudrait marcher de partout, sans l'itinéraire fixe. J'ai lu le communiqué j'ai lu le message du président du RASOP. Ils veulent marcher de partout, venant de partout, en empruntant un itinéraire pas connu. Et donc, finalement, on sait ce qu'ils veulent. Ils veulent le désordre comme ils l'ont fait en janvier 2015. Vous savez qu'ils ont pillé, sont attaqués aux maisons des Chinois, ils ont attaqué des transports en commun. C'est ça leur spécialité. Nous allons continuer à construire. Eux, ils vont continuer à vouloir détruire. Le peuple congolais est témoin. Il sait le camp de la paix, le camp des bâtisseurs et le camp de ceux qui veulent le bonheur, c'est notre camp. Alors, on se pose la question, par quel autre moyen il pourrait s'exprimer s'il ne marche pas? Ce qui a fait dire à Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, à l'inauguration de la nouvelle ambassade à Kinshasa, si les autorités du pays pouvaient permettre la tenue des manifestations comme celle qui se fait dehors. C'était tout dire. Henri Mutombo. Oui, madame. Donc, voyez-vous que nous avons affaire à des grandes personnes, comme moi j'appelle des adultes déguisés. Donc ça veut dire, j'entends ici respect de la loi. Si la loi était respectée dans cette nation, on n'allait pas voir par exemple à la Cour constitutionnelle où il faut être à 9, mais on est à 5, on accepte quand même qu'une loi passe. Il parle de la sécurité. Pourquoi est-ce que nos frères sont morts au Kasaï?
Pourquoi est-ce que les gens continuent à mourir à l'Est? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce que nous connaissons ici, les violations des droits de l'homme? Il paraît qu'il faudra pas manifester à Kinshasa, mais on a vu hier, devant l'ambassade de la Belgique, une manifestation qui a été même encadrée par la police, et le gouverneur dit ne pas avoir été au courant qu'il y aura une manifestation. Donc ça veut dire que il y a une faillite dans le système de renseignement. Parce que le gouverneur de la ville, c'est la première personne qui doit tout savoir sur ce qui se passe dans sa ville, donc dans sa province, dire qu'il n'était pas au courant. Donc, ça, voyez-vous, à quel niveau est l'irresponsabilité. Donc, la constitution de la RDC doit être respectée. La peur, c'est quoi, madame, si vous le permettez? La peur, c'est qu'on ne puisse pas renvoyer le message qu'il faut à l'opinion tant nationale qu'internationale. Parce que déjà, on sait que le régime est rejeté, le pouvoir est rejeté. Et alors, quand il y a la population qui est dans la rue, cela est la confirmation de ce rejet. Et c'est pour cette raison qu'on veut évidemment ne pas permettre que cette action soit menée de telle enseigne que ce qu'on veut étouffé, évidemment, ne soit pas exprimé. Donc voilà tout simplement le but pour lequel on empêche aux gens de manifester. Mais je crois que la Constitution doit être respectée. Alors, Didier Reynders a été boudé par les officiels congolais à la nouvelle ambassade. Il n'y en avait aucun, à l'exception Kimbuta, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, en préparant cette émission, j'ai posé la question à un officiel qui a dit que Didier Reynders a créé une crise entre la Belgique et la RDC. Le Premier ministre l'avait même renié à New York, où le Premier ministre avait été reçu seul par le président Kabila sans Didier Reynders. Et Didier Reynders ne peut même pas mettre ses pieds à Kigali ni à Bujumbura parce que il s'est brouillé avec eux. Bon, la preuve, on est quand même bien avec lui. On ne lui a pas refusé le visa, mais la symbolique en relations internationales est très importante. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il soit neutre. Yannick Tissola. Oui, on a reproché au régime cette faute en diplomatie, cette absence à cette manifestation. Je reprends ce que j'ai entendu. Oui, madame, avant de répondre à votre question, je voudrais encore... Ne reculez pas, s'il vous plaît, parce qu'on est prépare le temps. Parce qu'il y a avance en temps de parole par rapport aux Congolais qui étaient devant l'ambassade. J'ai pas répondu par rapport à ça. Je voudrais dire que c'est des Congolais qui ont échappé à la vigilance de l'autorité de la ville, qui a lui-même dit qu'il n'avait jamais eu une quelconque information par rapport à cela. Et puis, ce mouvement ou ces Congolais qui étaient là, il n'y a aucun mouvement, aucune association n'a revendiqué l'organisation de cette organisation, cette manifestation. Et donc, c'est déplorable. Mais entre-temps, quand c'est Lucha qui essaye ça, ils sont dispersés tout de suite. Ils ont été dispersés par la suite. La police, en venant ici, nous sommes renseignés, ils avaient été dispersés par la suite. Et par rapport à Didier Reynders, vous l'avez vous-même dit que nous, en tant que Congolais, en tant que citoyens congolais, nous attachons à cette symbolique. Et la symbolique, c'est laquelle? C'est que Didier Reynders, on le sait, il s'est livré en spectacle en s'ingérant intempestivement dans nos affaires internes. Et je crois que notre diplomatie congolaise, nos autorités congolaises ont voulu lancer ce message. Mais les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo se portent merveilleusement bien. Le chef de l'État en mission à l'Assemblée générale aux États-Unis a reçu le Premier ministre, ils ont parlé. Donc c'est une affaire qui concerne un diplomate qui par moment se livre en spectacle. Cela n'a rien à voir avec la Belgique qui est un pays ami, un pays frère et ami. Mais je pense que nous allons finalement bien résoudre ce problème diplomatique, parce qu'en diplomatie, c'est toujours le dialogue et je crois que cela sera résolu. C'était un incident, malheureusement, nous regrettons, mais je crois que ça sera résolu. Henri Mutombo n'est pas allé à une manifestation d'une ambassade, c'est si grave. Madame Amina, c'est pour ça que certaines personnes, bien qu'ils soient aux affaires ou qu'ils parlent français, ils doivent repartir à l'école. Ils doivent s'asseoir pour qu'on les encadre, qu'on leur montre la voie des choses, comment elles se font. Vous savez, en diplomatie, je l'entends parler de la diplomatie. Est-ce que c'est grave d'être absent à une manifestation d'une ambassade? C'est très grave, parce que c'est une personne qui représente une nation. Il dit que Didier Reynders, le problème, c'est avec lui, c'est pas avec la Belgique. Mais la Belgique est représentée par des individus, dont M. Didier Reynders, qui est le
le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et commerce, c'est pas une moindre personnalité, il fait partie de la communauté internationale. Vous savez, quand on vous rappelle quand on vous rappelle vos devoirs, on vous rappelle vos devoirs d'organiser des élections, de respecter le droit de l'homme, vous ne devez pas fâcher pour ça. Ça prouve que vous êtes irresponsable. C'est pour cette raison qu'on vous rappelle cela. Alors, aujourd'hui, M. Didier Reynders a fait les frais, évidemment, de ce rappel de responsabilité de la part de nos autorités. Une chose est vraie, on va bouder Didier Reynders, mais après, en catimini, on cherche des visas pour aller en Belgique, et après, on va faire des démarches pour pouvoir solliciter la levée des sanctions, oubliant que la Belgique fait partie également de ceux qui ont sanctionné les dirigeants de la, quelques membres du gouvernement de la RDC. C'est honteux. Il faut qu'on grandisse. Il a parlé tout à l'heure, disant qu'on avait 56 ans d'indépendance et 57, je lui rappelle, il peut oublier. Mais il y a une chose, en 57 ans de diplomatie, on ne peut pas faire ce genre de choses. Ça nous rabaisse. Il ne faut pas qu'on jette tout le temps le discrédit sur le Congo. Même nous sommes par une grande nation. C'est pas une fierté. Non, pas du tout. Vous savez, quand on dirige un État, on ne peut pas faire ce qu'on dit en lingala. Non, l'accès. C'est ça ce que ça veut dire. Mais entre les États, ça existe aussi. Hein. C'est pas sérieux, Madame Mamina. On montre les gros bras entre les États, sinon on vous écrase. Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, vous êtes d'accord qu'entre les États, il faut montrer parfois des gros bras, sinon on vous écrase. Il faut montrer les gros bras par des vrais actes, pas des actes d'enfantillage. Ça, ce sont des actes d'enfantillage. Okay. Parce qu'on sait en catimini qu'on va aller chercher le visa pour aller en Belgique, parce que sa femme est là-bas, parce que ses enfants sont là-bas, parce qu'il y a un compte en banque, et aussi on va piller la queue et tout ça, on bombe les torses, après on va aller négocier ceci, cela, ainsi de suite. Il faut arrêter ça. Ça ne nous grandit pas. C'est fini pour ce débriefing d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Yannick Kissola était avec nous. Il est vice-président de la Ligue des jeunes, du PPRD, porte-parole des jeunes leaders. Henri Mutombo est également là. Il est écrivain. Il est à l'ECID. Il en est le secrétaire national chargé du budget et des finances. Avant de se quitter, le selfie. Où est mon téléphone? Apps. Je vais sur quelle caméra? Je vais vers eux. Alors, en rediffusion, tout à l'heure à 21h15 sur le Big One local. Ah, j'ai toujours mon micro. Et vous voulez pas que je sois au milieu, là? Apparemment, c'est lui qui veut pas. Oh, ça déconne, là. C'est bon, là? C'est sur ça ou sur ça? Donc, je peux faire ça? Merci beaucoup.